Bonjour tout le monde, bienvenue dans une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, comme vous l'avez vu dans le titre, je vais vous parler de tous les livres que j'ai lus et j'en ai lu plusieurs, ils sont tous à ma gauche. Je pense que vous en voyez un petit peu à cause de l'angle de la caméra. Donc, on va commencer tout de suite. Vu que j'en ai vraiment beaucoup, je pense que j'en ai 12 dans cette pile. Je vais pas être aussi exhaustive que d'habitude. Vous savez que j'aime ça parler longtemps d'un même livre, que j'aime aller dans les détails, mais là, vu la quantité, je vais me faire un peu plus concise. On va commencer par mes deux dernières lectures de radio. Alors, j'avais lu le recueil de poésie Le Chant des collines de Mackenzie Orsel que j'avais beaucoup aimé parce qu'on parle de la relation de l'humain à la nature. Toutes les métaphores ou les liens qu'il peut faire entre les deux vont être super bien représentés par la propre flore que lui connaît. En Haïti ou en Martinique, je me souviens plus, lui vient Haïti. Fait que voilà, ça c'est mes petites feuilles de notes quand je parlais. Et le deuxième, c'est l'alphabet du don de Clémence Dumas-Côté chez les Herbes Rouges. Ici, c'est chez Mémoire d'Encrier. Donc, les Herbes Rouges, paraît-il que c'est une superbe maison d'édition de poésie. Moi, je la connaissais pas avant et j'ai été introduite par elle avec Clémence. C'est son premier recueil de poésie à Clémence. Celui-là, je trouve qu'il est un peu plus difficile à apprécier quand on dit la poésie, que des fois, on n'est pas obligé de tout comprendre, qu'on peut juste imaginer les mots, quel lien nous on peut créer avec eux. Ben c'est vraiment comme ça parce que je comprenais rien pantoute dans ma première lecture. La deuxième, j'ai apprécié encore plus et la troisième encore plus. Mais voilà, il faut utiliser notre imagination aussi parce que justement on parle d'un dédoublement de personnes, d'un fantôme qui suit la narratrice et qui en quelque sorte la met en fragments. Mais c'est super bien réalisé. Ensuite de ça, déjà une lecture très spéciale dont je vais vous parler un petit peu plus longtemps. C'est le zine de mon amie Roxane de Garufel, qui est illustratrice et qui a sa boutique Etsy. Donc, je vous invite fortement à aller la voir si vous la connaissez pas déjà. Je veux qu'elle devienne une superstar, est-ce que c'est clair? Puis elle a un grand talent qu'elle développe jour après jour. Et puis, voilà, on s'est envoyé chacune notre zine parce que moi aussi, j'en ai fait un parce que c'est le temps de faire de l'autopub, quoi. Alors, j'ai écrit un zine, j'en suis très fière. Et on se l'est envoyé. C'est juste super. On avait, ce qui est vraiment le fun, c'est qu'on a une thématique vraiment similaire, mais développée de manière complètement différente. Fait que moi, j'ai trouvé ça le fun à comparer. Son zine, c'est chaque chose en son temps. Et moi aussi, ça parle de temps. Dans le fond, les deux, on parle de notre angoisse avec le temps, avec les étapes de la vie, d'avancer à un certain rythme. Et puis, c'est super bien illustré. Le volume 1 suggère un volume 2. J'espère qu'elle va en faire un. On a ses coordonnées ici, hein, zoom. Et voilà, à l'intérieur, on a toutes sortes d'images collées qui sortent de son journal dans lequel elle écrit tous les jours. Et là, elle a fait un petit peu un patchwork. Il y a du texte des fois aussi, fait que c'est super agréable à lire donc et à regarder. Alors, je vous invite à aller la voir. Je suis vraiment fière de toi, Roxane, et j'ai vraiment aimé ça. Cet été, j'ai fait 2 voyages, la chanceuse. J'en ai fait un en Europe avec ma cousine, où j'ai apporté 1 ou 2 livres, et un en Ontario avec ma famille au bord du lac à rien faire. Au bord du lac, non, même pas, à Londres, dans le premier voyage, je m'étais apporté La douce empoisonneuse de Arto Passilina. C'est un livre que j'ai découvert grâce à Margot Liseuse, qui est une chaîne suisse de livres que vous connaissez très certainement. Et puis, je l'ai dans ma pile à lire depuis 1 an et demi, 2 ans. Puis là, je me suis dit, c'est vraiment le temps de lire parce que ça avait l'air super bon. Et je veux découvrir des auteurs nordiques. Alors voilà, c'était tellement cool, je veux dire, au début on est comme horrifié parce que dans le fond c'est l'histoire d'une vieille dame qui a son neveu avec elle, c'est-à-dire qui habite pas avec elle mais qui est dans sa vie et à chaque mois il vient prendre un certain montant d'argent qui vient avec le loyer et tout ça, c'est à lui que la vieille dame doit le donner et elle commence à être un peu tannée parce que à chaque fois que son neveu vient, il vient avec des amis puis il fout le bordel, puis c'est vraiment violent puis ça lui fait peur. Donc un jour ça dépasse les bornes et elle va décider de prendre les choses en main puis d'éliminer le neveu un peu qui la nuise plus, quoi. Puis elle essaie gentiment au début, mais lui, il est pas tout le temps gentil, fait que là, finalement, ça se corse. Puis dans les moments où ça se corse, genre 90% du livre, c'est tellement oh my god à chaque fois. On a envie de manger dans ce livre-là, on a peur, on est horrifié par les niaiseries juste horrible et inhumaine des garçons. On admire le courage de la vieille dame, je sais plus comment s'appelle, Linéa. Voilà, on prie pour elle, on espère que ça va marcher. Puis à la fin est sublime. Je l'ai vraiment aimé. C'est juste bon du début à la fin, c'est 5 sur 5 là, si on met des étoiles, c'est super bon. Pour Londres également, je m'étais apporté The Hatred of Poetry de Ben Lerner que j'ai acheté chez Drawn and Quaternary à Montréal.
Et dans le fond, je voulais lire ça parce que vu que je commençais à lire plus souvent de la poésie à cause de la radio et que je me considère pas du tout une experte, même très amateur, et que par le passé, j'ai aussi haï la poésie et des fois je l'haïs encore, je me suis dit qu'avec ça, ça pourrait m'instruire. Et c'était juste excellent, c'est super bien vulgarisé. C'est comme les essais de une de mes auteurs favorites, Nancy Houston. Et puis ici, Ben Lerner vraiment va nous vulgariser ce qu'il veut dire, va donner plein d'exemples et nous explique comment la haine de la poésie, en fait, c'est une preuve que on la voit encore comme quelque chose qui devrait vraiment nous élever. Ça veut dire, c'est une preuve qu'on a encore des grands espoirs envers la poésie, mais on lui donne des objectifs irréalisables. Et cet objectif, c'est à la fois que la poésie montre le spécifique, l'unicité d'une personne, de l'auteur qui écrit par exemple, et à la fois représente toute la communauté, que tout le monde entier puisse se reconnaître dans ce poème, que ça soit universel. Donc, à la fois intime et universel. Et c'est très difficile de réaliser ça en poésie, vraiment. Puis là, il nous donne plein d'exemples pour ça. Un, par exemple, où on se dit, la poésie, avant, c'était tellement beau, puis ça a réalisé cet objectif. Mais aujourd'hui, la poésie, c'est tout le monde se concentre juste sur soi, c'est tellement individualiste. Non, il n'y a pas eu de poésie d'avant qui a réalisé cet objectif. Et il montre encore plus comment c'est bien d'haïr la poésie, dans un sens. Finalement, je parle un peu plus longtemps des livres que je veux, mais je suis tellement passionnée. Alors, on continue. Kew Gardens by Virginia Woolf, c'est un livre que je me suis acheté à la librairie Foyles à Londres également. Et puis, dans le fond, c'est ma cousine qui l'a trouvé dans la librairie. Puis, on s'en allait où on avait déjà visité Kew Gardens. C'est un jardin qui est un peu à l'extérieur du centre de Londres et c'est super beau. Et Virginia Woolf aimait ce jardin beaucoup et voulait en faire un hommage. Donc, dans le fond, c'est une histoire qu'on voit du point de vue d'insectes qui se promènent dans le jardin et qui métaphorise la vie des visiteurs humains du jardin qui se promènent aussi. Fait que c'est vraiment bien étriqué tout ça, c'est vraiment bien tricoté. Et voilà, il y a même des petites images cute sur le côté, comme ça. Et puis ça, c'est le 4e de couverture. Merci aux gens qui m'ont dit dans la précédente vidéo. Maintenant, en Ontario, pendant ma 2e vacance, je me suis apporté L'Amie prodigieuse de Elena Ferrante. C'est un livre que mes parents ont lu, je pense qu'on a le 2e dans la maison, et dont tout le monde parle. Je veux dire, qui vous a pas parlé de Elena Ferrante? Oh mon Dieu, c'est si bon. Fait que là, je me suis dit, il faudrait que je le lise, puis ça a l'air comme d'une lecture idéale pour l'été. Et finalement, j'ai été super surprise, même avec le résumé en arrière qui parle de violence, de voir la quantité de violence dans ce livre. Oh mon Dieu! Mais c'est super bien justifié dans l'univers de l'auteur, qui est un univers qui a vraiment existé là, dans les années de l'après-Deuxième Guerre mondiale, fait que 50. Ça m'ébahit, hein? Il y a plusieurs manières de vivre et de voir que la violence peut être aussi quotidienne et de voir comment elle façonne les gens, c'était super intéressant. Ce que j'ai vraiment préféré, et je pense qu'il est une des choses préférées de beaucoup, c'est vraiment la relation entre les deux personnages féminins qui sont les personnages principaux. Dans le fond, c'est une narratrice qui est obsédée envers cette fille qui s'appelle, qu'elle va appeler Lila. Je pense qu'elle s'appelle Lina ou quelque chose, mais elle l'appelle Lila. Et elle est obsédée envers cette fille, ça va devenir sa meilleure amie. Mais je veux dire, elle vit que pour elle. C'est comme, des fois j'avais de la misère à garder mon respect pour la narratrice parce qu'elle s'oubliait tellement pour Lila. Elle se comparait constamment à elle. Elle vit pour essayer de la surpasser, mais en restant admirative de ce qu'elle fait et tout, alors que Lila, elle, c'est comme une sauvage, là, et super intelligente, et elle a plein de qualités, là, mais c'est vraiment... J'ai vraiment aimé la construction des personnages, c'était super, comme, subtil, pas subtil, mais je veux dire, c'était bien fait, c'était nuancé, c'était complexe, c'est ça le mot que je cherchais. C'est juste vraiment bon, puis voilà, fait que si vous voulez en connaître plus sur le Naples des années 50, ça se passe en Italie, je sais pas si je l'ai dit. C'est vraiment une lecture idéale, puis j'ai envie de lire le 2. C'était tout pour mes lectures de vacances. De retour à Montréal, j'ai fait des librairies avec mon copain et je suis tombée sur 2 livres que je voulais pas acheter parce que je voulais économiser mon argent, mais c'est pas ça qui est arrivé parce que ça avait l'air vraiment bon. Alors, dans la librairie, c'est laquelle qu'elle s'appelle celle-là?
Les bouquinistes du plateau, je pense que c'est ça le nom. Je me suis trouvé Hop de Karine Gotteau et Maxime Cyr aux éditions Michel Quintin. C'est une petite bande dessinée sur le milieu hospitalier du point de vue de la malade et c'est super humoristique, c'est vraiment drôle, c'est cute, c'est chou, ça ne donne pas le cœur lourd à la fin de notre lecture, pas du tout, c'est plutôt léger et positif et plein d'espoir. Le deuxième de cette virée en librairie, j'ai trouvé dans une librairie anglophone sur Sainte-Catherine du côté de Guy Concordia et je suis vraiment désolée, je me souviens plus du nom de la librairie parce que c'est la première fois que j'y allais. Elle est vraiment chou là, puis les libraires qui sont les propriétaires de la place sont vraiment gentils. Et plein de passion. Donc, je me suis trouvée Forest of Memory de Marie Robinette Coal. Sur Instagram, j'ai dit que c'était une auteure canadienne. Mes excuses, c'est tout à fait faux. Elle est bien américaine. Donc, ça se passe dans une forêt, c'est ça qui m'a attirée avec le règne. Je veux dire, j'ai été conquise dès la première seconde. Après ça, j'ai lu le résumé et c'est vraiment dur à raconter. Mais je vais essayer de vous en faire un bon résumé clair parce que c'est vraiment mystérieux et juste bizarre, mais pour moi c'était très positif. Dans le fond, c'est l'histoire d'une fille dans notre monde, mais on pense un peu dans le futur, là. Et elle s'occupe d'aller ramasser des artefacts, là, des vieilles antiquités un peu partout dans son coin où elle habite pour revendre ça à ses clients qui veulent une expérience d'authenticité. Donc, la mémoire dans ce monde-là, elle a vraiment été mise dans la technologie, j'ai pas les bons mots, c'est-à-dire que on peut voir des trucs de notre passé dans un gadget qu'on a tout le temps sur notre tête, fait qu'on n'a plus besoin de faire le travail de se souvenir. Tout est mis en banque, tout est catégorisé et tout, fait qu'on peut littéralement voir des trucs. Et donc, ces expériences d'authenticité, c'est des objets qu'elle va donner à ses clients, puis là, les clients vont pouvoir toucher ou voir quelque chose qui s'est passé dans le passé sans avoir à travailler pour ça. Et malheureusement, un jour qu'elle traverse la forêt, elle se fait kidnapper par un mystérieux monsieur qui, on pense qu'il tue des reines et des bambis, mais non, il ne fait que les endormir, sauf que sa machine à mémoire au personnage principal ne marche plus. Donc, elle peut pas mémoriser ça pour appeler les autorités, pis tout. Fait que 3 jours dans les bois avec ce monsieur, aucune connexion, elle capote, elle va se souvenir de rien par elle-même parce qu'elle a jamais travaillé sa mémoire. Puis là, c'est l'expérience de, voilà, c'est quoi l'importance de la mémoire dans notre société, de tout noter, hein, de rien oublier. C'est vraiment comme ça dans notre société en ce moment, avec toutes les photos qu'on prend, la mémoire de nos téléphones, l'ordinateur et tout. C'est quoi l'importance de ça et jusqu'où ça peut aller, ben là, dans ce cas-ci, dans ce monde-là. Et est-ce qu'on va la croire si elle n'a pas la preuve de ce qu'elle a vu, hein? Elle a juste sa mémoire, mais elle n'a pas de preuve tangible. Long résumé, c'est très bon. Même à l'intérieur du livre, vu que le personnage principal va taper sur une dactylo, ben, il va y avoir des fautes de dactylo dans le livre. Je trouvais ça super à propos. La caméra tourne toujours! Mes derniers livres de vacances en Ontario, c'est les 2 Pays des contes de Chris Colfer qui m'ont gentiment été envoyés par Michel Lafon Canada. Merci. Donc, j'ai lu le 1 et le 2, pas mal un après l'autre. Le 1, je l'avais commencé il y a assez longtemps, mais après j'ai manqué de temps puis je suis devenue super occupée, fait que j'avais mis de côté. Alors, je l'ai amené en Ontario et vraiment... J'avais hâte de savoir quel genre de livre ce serait, de voir le style d'écriture, puis comment on remanierait ces contes-là. On peut vraiment penser avec le Pays des contes à la série Once Upon a Time, qui est sur Netflix. Je me souviens plus clairement du titre, mais j'aime beaucoup cette série. Et rassurez-vous, on n'arrive pas aux mêmes conclusions, au même twist dans ce livre-là que dans Once Upon a Time. Si c'était identique, j'aurais été vraiment déçue, mais c'est pas le même tissage. Au début, on trouve que ça ressemble beaucoup, mais après, ça s'en va dans une autre direction. Et au début, je m'étais beaucoup plainte du fait que j'avais l'impression de tout de suite savoir la fin dès les premières pages, que je savais comment ça allait se passer parce que ça allait suivre un certain schéma puis que c'est tellement clair. Mais en fait, pour le public visé, là, c'est pas nécessairement super clair d'avance. Puis lui, il prend plaisir, ce public, hein, qui est plus jeune, à lire ça après avoir lu ou s'être fait lire les contes traditionnels par ses parents. Puis là, à voir comment ça peut être remanié ou poursuivi. Puis ça, je pense que c'est le plaisir principal de cette série-là. Et
justement, le tricotage d'histoire est bien fait. Puis on a même des images de cartes ici, de cartes du monde. Fait que ouais, puis les personnages sont attachants, il y en a qui reviennent. C'est écrit clair, simple. Des fois, il y a des mots un peu plus compliqués, mais vraiment, je pense que ça va juste enrichir le vocabulaire de l'enfant ou du préado qui lit ça. Les couvertures sont juste magnifiques, là, ça, faut se l'avouer tout de go, comme mon papa dit. Et ouais, voilà. Pour le deuxième, je vous raconterai pas le résumé, là, je vais plus vous raconter le résumé du premier, mais ça, c'est la page couverture. Puis dans le fond, le résumé du premier, c'est que c'est les deux jumeaux ici qui ont perdu leur papa il y a quelques années. Ils vivent seuls avec leur mère dans une maison un peu miteuse parce qu'ils n'ont pas beaucoup d'argent. Puis il y a leur grand-mère qui adore, qui vient les visiter une fois de temps en temps. Puis là, pour leur anniversaire, la grand-mère vient les visiter et donne un livre des contes, le livre des contes qu'elle leur lisait quand ils étaient jeunes, pour la fête à Alex. C'est Alex et Connor, ils sont jumeaux. Fait que là, elle donne le conte à la fille. Puis là, ben, un jour, ben, la fille, comme, elle tombe dans le livre. Puis là, Connor la voit tomber. Fait que là, il tombe avec elle aussi. Puis se retrouve dans le pays des contes, qui est le pays qui contient toutes les princesses de leur enfance, mais aussi toutes les méchantes bonnes femmes, parce que c'est souvent des bonnes femmes. Et puis là, ils vont devoir accomplir une quête pour sortir de là, parce que là, ils ont peur que leur maman s'inquiète. Fait que voilà, puis ici, c'est la suite. Hey, moi, je me suis gourée. Ça, c'est le premier tome, où il tombe hein, dans ce monde. Et ça, c'est le deuxième tome. Finalement, on arrive au dernier livre. C'est un recueil de poésie à nouveau. C'est écrit par Véronique Grenier, qui est l'auteur aussi de Hiroshima. Et puis là, je sais pas si c'est son premier recueil de poésie à vie ou si c'est juste un nouveau recueil de poésie, mais c'est de la poésie. Et ça s'appelle Chez nous. Puis en québécois, chez nous, ça veut dire chez soi, chez nous. Donc, ça se passe dans la maison. C'est des petits poèmes. Ça, c'est dans les plus gros, là. Mais il y a des poèmes qui font 2 vers. Hein, c'est 2 vers ou 3. Fait que c'est vraiment microscopique. Et ça parle pas juste de comment c'est donc ben bon être chez soi. Il y a une certaine brisure de la narratrice dans ces poèmes-là. Je veux dire, il y a une certaine cassure des questionnements où genre elle se sent pas bien, puis elle va être... C'est comment... Elle va se sentir quand elle est chez elle puis qu'elle se sent pas bien, comment elle s'ennuie de ses enfants, de sa fille, de comment elle fait certaines tâches ménagères de manière un peu automatique. Fait qu'il y a vraiment comme une réflexion puis dans tout ça, c'est pas juste idyllique dans ce recueil-là. Et moi, en fait, ces poèmes-là, ce à quoi ils m'ont fait penser, c'est vraiment plus des clichés photographiques, un espèce de tableau qu'on va te décrire. J'ai pas ressenti des émotions fortes en lisant Chez nous, mais je trouve que c'est vraiment le genre de truc que je pourrais aimer mettre sur mes murs comme comme un de ces poèmes. Je peux vous en lire un pour vous donner un exemple. Alors, j'en ai pris un au hasard, la page 21. Une boîte sur ma commode, des objets à oublier parce qu'ils m'ont tranché la signifiance. Ça, c'est bien dit. Feu de joie dans la poubelle gris sale, dehors. Fait que c'est à ça que je pense quand je dis cliché photographique ou un tableau ou une image. Ah oui, d'ailleurs, je vous en parle à la radio mardi prochain. Puis je vous invite à aller écouter l'émission, pas à cause de moi, mais parce qu'on va avoir une superbe entrevue avec l'auteur du jeu de la musique de Stéphanie Clermont, justement, publié chez Cartanier. J'ai pas le livre avec moi parce que je l'ai laissé dans le salon, mais c'est un super livre, ça va faire boom. Et puis voilà, on va l'avoir en entrevue mardi prochain. Ça va être vraiment cool. Je vous souhaite une belle journée, des bonnes lectures comme d'habitude. Merci d'être resté avec moi jusqu'à la fin, j'apprécie. Et puis on se retrouve dans une prochaine vidéo. Bye!